Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du coût du réchauffement climatique. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. On vous en parle, on vous en reparle parce qu'il y a une nouvelle étude américaine très intéressante qui montre que les conséquences du réchauffement climatique et du réchauffement de la planète en fait, sont bien plus forts que ce qu'on pensait jusque-là. Et les dégâts, en fait, seraient 6 fois plus importants. On ne parle pas d'une fois, 2 fois, 6 fois plus importants que ce qui a été calculé jusqu'ici. Comment c'est possible ? Alors déjà, c'est possible parce que l'amnésie est assez forte, puisque en 2015, je vous rappelle que Mark Carney, qui était à l'époque le président du Conseil de stabilité financière, enfin qui était responsable du Conseil de stabilité financière du G20, avait expliqué à tous que le changement climatique était un risque systémique pour la stabilité financière. Donc là, on est sur des coûts absolument astronomiques. Et que c'est à cause de ça ça a joué un rôle dans l'adoption de l'accord de Paris et dans l'idée qu'il fallait absolument caper le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Donc là, on est à pas plus de 2 degrés. Là, on est en 2024. Et en fait, c'est comme si, c'était il y a presque 10 ans, c'est pas si loin que ça avait été complètement oublié. Donc l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle ramène les choses à leur juste proportion. Puisque finalement, depuis 2015, on a cessé de se dire, bon, on a pris les choses en main, on réduit par-ci par-là, on fait de la décarbonation, donc c'est bon, on maîtrise. On a pris des engagements de neutralité carbone et ça. C'est en fait tout le contraire. D'abord parce qu'on ne parle que de décarbonation. Et c'est une toute petite partie des impacts du changement climatique. Donc on peut chiffrer je ne sais quelle usine qui va acheter un matériel qui va lui permettre d'émettre moins de CO2. Et c'est bien, et c'est bien. Et c'est très bien sûr. Mais c'est une toute petite partie du sujet, puisque ce qu'on oublie toujours, c'est l'effet cocktail du changement climatique. Le changement climatique n'est pas tout seul au milieu de nulle part. Il est couplé à la perte de biodiversité et il a divers effets. Alors évidemment sur l'agriculture, c'est ça qu'on pense le plus, donc à nourrir la planète et à toute la filière agroalimentaire qui commence déjà à être désorganisée. Et il faut à la fois aussi intégrer l'adaptation. Puisqu'il n'y a pas que l'idée qu'il va faire plus chaud, plus froid et qu'il pleut beaucoup plus, comme on le voit en ce moment en France, mais c'est vraiment, de façon générale, tout ce qu'on construit en ce moment. Par exemple des bâtiments, par exemple des transports, n'intègrent pas assez comment on s'adapte à des conditions qui, à 10, 20 ou 30 ans, seront radicalement différentes. Et donc, on va devoir reconstruire, réadapter. Et ça, c'est des coûts faramineux qui se comptent. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est on ne compte pas assez les pertes. Les pertes de métiers. Alors, on est focalisé sur les énergies fossiles, et il y en aura forcément, mais il y a plein d'autres métiers qui ne pourront plus opérer parce que soit leurs matières premières ne seront plus là, soit ils n'auront plus d'eau, soit etc., etc. Donc, quand on commence à compter vraiment à la fois ce qu'il faut investir pour changer, adapter les infrastructures, mais pas que, essayer de mesurer les effets cocktails de l'atteinte des limites planétaires et du changement climatique et du fait que qu'est-ce que ça coûte à des entreprises qui ne pourront plus opérer comme elles le font aujourd'hui. En gros, leurs business plans sont complètement faux. Alors là, on est effectivement sur 12% du PIB. Voilà, chaque degré de plus, c'est ce que dit cette étude, entraîne une chute non pas de 1 à 3%, donc 2% en moyenne du PIB comme on le croyait, comme c'était montré jusqu'à présent, mais une chute, chaque degré de plus sur Terre, fait chuter la croissance, l'activité, le PIB de 12%. Donc c'est plus le même ordre de grandeur. La question que je me suis posée, c'est comment ça se matérialise. Vous l'avez un petit peu évoqué, il y a les réparations après les tempêtes, ça on le comprend bien, les pertes agricoles, vous l'avez évoqué Anne-Catherine, peut-être aussi la baisse de la productivité, quand il fait très chaud, ça a été prouvé, la productivité des salariés est moindre. Comment ça entraîne quel type de dégâts Alors, en gros, et c'est tout le problème de cette logique de décarbonation abstraite finalement, puisque vous avez quand même beaucoup d'engagements de neutralité carbone qui ont été pris par des entreprises qui en fait pensent que par miracle, je ne sais quelle techno va apparaître en 2048 et qu'elles vont pouvoir atteindre leur objectif de ne plus émettre de carbone. Bon, c'est le gros des engagements. La réalité aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on est déjà dans des phénomènes, certains disent que le 1,5 degré ciblé, il est déjà atteint, donc on a déjà des îles qui sont submergées. L'économie du tourisme, par exemple, vous voyez bien monter le surtourisme partout, mais parce que finalement, les côtes se réduisent, on a vraiment des impacts de ce type-là. Donc, de façon très concrète, ça se traduit aujourd'hui par le fait que des métiers ne peuvent plus se faire. Prenons 2 exemples, le sable et l'eau. Là, dans les 2 cas, on est sur des ressources qui viennent à manquer. Le sable comme l'eau,
sont des ressources dont on a un besoin colossal et qui sont en voie de devenir à perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les métiers qui ont besoin de sable, et on pense évidemment au béton, etc., mais aussi aux microprocesseurs. L'eau, c'est pareil, les microprocesseurs, on en a besoin aussi. Donc, on voit bien aujourd'hui que l'incapacité à penser largement l'économie comme un écosystème, ce qui est évidemment le cas, fait qu'on sous-estime des tas de coûts qui vont s'enchaîner très rapidement parce qu'on n'a pas fait le plan A au moment où il fallait. Et l'exemple type, c'est le Green Deal, c'est-à-dire le Green Deal européen. C'est un vrai plan global qui touche tous les secteurs et qui oblige à les transformer. On voit bien que le résultat des élections européennes à ce stade est finalement de freiner des cas de fer là-dessus. Plus on freine, plus les coûts seront astronomiques. Et probablement le 12% de perte de PIB par degré de réchauffement climatique est lui-même sous-estimé. Après, certains pourront dire, cette étude américaine, ok, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'elle est sérieuse? On se dit quoi? J'ai vu qu'il y avait un chercheur de Harvard. Il n'y a pas de doute là-dessus, encore une fois, sur l'orientation, le biais que pourraient avoir les chercheurs. C'est vraiment indiscutable. C'est ça qui est fascinant. Et comment ils ont fait d'ailleurs pour en arriver à cette conclusion-là? C'est justement en intégrant le plus largement possible tous les paramètres. Parce qu'en fait, on est vraiment... Alors l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut générer des modèles beaucoup plus complexes aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ça permet en fait de rentrer toutes les inconnues finalement qu'on a et de voir quel effet ça produit. Pour en revenir à la question de l'eau aujourd'hui, quand vous arrêtez des chaînes de production de verres de lunettes, quand vous arrêtez des chaînes de microprocesseurs, quand vous avez un problème d'électricité. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, par exemple, vous avez plusieurs États qui commencent à lancer l'alerte sur les centres de données. Non pas pour des raisons écologiques, mais parce qu'en fait, on n'a plus assez de ressources électriques. Donc plus vous augmentez, et le cas de l'intelligence artificielle est d'augmenter les besoins en ressources, plus il va falloir arbitrer entre, par exemple, refroidir des bâtiments, et faire tourner je ne sais quel processus électronique. Donc on voit bien on peut déjà modéliser, c'est ça l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a pris aussi des données qui existent de plus en plus, qui montrent les impacts. Et si on calcule... Les impacts globaux et non plus pays par pays. Voilà, et puis de toute façon, le changement climatique, c'est global. Et le Covid nous a plongé dans une illusion assez surprenante qu'on pouvait régler des problèmes globaux à l'échelle nationale en montant des frontières. Ça, c'est tout sauf vrai. Donc et en plus l'économie aujourd'hui elle est mondialisée, donc penser qu'effectivement aujourd'hui par exemple il y a la guerre entre Israël et Gaza, ça veut dire qu'on ne peut plus prendre la mer Rouge, donc ça veut dire que les bateaux qui viennent de Chine mettent plus de temps pour arriver en Europe, donc ça veut dire qu'on n'a plus de pièces pour faire ci, ça ou autre chose. Ça c'est très concret. On les a mais ça prend plus de temps et ça coûte plus. Oui c'est ça, et donc il ne faut pas oublier non plus que le changement climatique est aussi une question géostratégique, puisque des périodes de sécheresse, des guerres de l'eau, des guerres tout court telles qu'on en a en ce moment, ont une influence et il est aggravé par le changement climatique. Cette étude, elle est très intéressante. Elle montre aussi que si l'atmosphère ne s'était pas réchauffée de 0,75 degrés entre 1960 et 2019, le PIB mondial serait quasiment 40% plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Et là, ce qui fait froid dans le dos, et c'est le pendant de ce que je viens de dire là, c'est que d'ici 2100, il montre aussi qu'une hausse de 2 degrés, ça entraînerait une baisse de 50% du PIB par habitant en raison des impacts cumulés dans le temps, des catastrophes météorologiques, etc. etc. Donc voilà, les chiffres. Je vous rappelle juste la phrase de Henri de Castres en 2015 qui disait « Un monde à 4 degrés n'est pas assurable ». Il n'est non seulement pas assurable, il n'est pas très vivable et il va entraîner vraiment non seulement des conséquences économiques dramatiques qu'honnêtement on mesure à peine, mais surtout une vraie difficulté à maintenir le monde tel qu'il est aujourd'hui au-delà du raisonnable. On est sur une trajectoire aujourd'hui de 2,7, de 8 degrés de hausse des températures, c'est ça, honnêtement, on est plutôt sur 3, 3,5. Et surtout, ce que disent les scientifiques du GIEC, c'est que leurs scénarios les pires sont probablement sous-estimés. On en est là. Et donc l'étude devrait inciter, pardon je vous coupe Anne-Catherine, l'étude devrait inciter les décideurs politiques à accélérer cette transition écologique, mais... Alors théoriquement, mais j'ai regardé le débat hier, c'est vraiment, et c'est ça, je pense, le déficit de la classe politique en général, et pas que en France, c'est vraiment le côté, je vous promets de revenir en arrière dans un monde où il n'y avait pas tous ces problèmes. Au fond, c'est ça la problématique politique aujourd'hui. Et ça, c'est dramatique, parce que du coup, ça fait des populations qui essaient de croire que oui, c'est possible de maintenir un monde tel qu'il était il y a 50 ans. Et bien, évidemment que non. Et du coup, on ne se prépare pas au monde tel qu'il va être et où il faudrait miser tout sur l'adaptation et le changement de modèle, quelle que soit sa conviction politique. Ouais, sachant que ce n'est pas à pure perte, puisque au contraire, on commence à bien documenter sur le fait que cette transition verte, elle est
un investissement qui est rentable. Alors, c'est un investissement rentable, et surtout, c'est un investissement rentable en termes de risque. Voilà, parce qu'on l'a déjà rappelé ici, mais il faut le rappeler, le coût de l'inaction, le fait de ne rien faire, sera in fine, quand on fera les calculs de la facture, à la fin des fins, si tant est qu'il y en ait une, tout ça sera plus onéreux que les coûts aujourd'hui d'investissement dans cette transition. Admettons qu'on ait un portefeuille action avec un horizon, je ne sais pas moi, de 10 ans, qui est investi sur des entreprises qui tiennent leur modèle de ce modèle actuel, voire passé. Très clairement, normalement, dans 10 ans, le portefeuille, il vaut plus grand-chose. Et c'est ça qu'on n'arrive plus à faire comprendre, qui était très clair en 2015, qu'il n'est plus du tout aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que le risque à court terme de dépréciation massive d'actifs, soit parce que les entreprises auront disparu, soit parce que leur modèle n'est pas tenable dans un horizon où on n'a pas de sable, pas d'eau et des tas de catastrophes qui se multiplient et qui ont de plus en plus d'ampleur, ça a un impact évident sur la valeur d'un portefeuille donné d'actions d'entreprises selon le secteur et leur positionnement. Et c'est aujourd'hui, si on est un investisseur avec, encore une fois, un horizon qui n'est pas la semaine prochaine, il faut vraiment regarder ce sujet attentivement. Voilà, et puis retrouver cette enquête, cette étude du NBER. Le NBER, c'est le National Bureau Economic Research. I am not sure. Voilà, en tout cas, étude américaine. Something like that. Voilà, avec notamment un chercheur de Harvard, qui nous montre que le coût du réchauffement climatique, en tout cas, a été jusqu'à présent grandement sous-estimé. Merci beaucoup. Explication et décryptage signée Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci.